je vais me présenter. Tu voulais me présenter? Alors, c'est un jeudi science un peu particulier. Donc, on accueille Géraldine du laboratoire EDB qui va nous présenter le succès des parasites et je vais la laisser se présenter à vous. Donc, vous pouvez poser des questions en même temps, si elle est d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Et j'essaierai de les poser en temps réel. Oui. Voilà. Bon séminaire. Ok, donc bonjour à tous. Donc voilà, je suis Géraldine Notte. Je suis enseignante-chercheur à l'université Paul Sabatier et je travaille au laboratoire EDB sur les interactions hôtes-parasites. Donc, comme vous a dit Sophie, si vous voulez interrompre le séminaire, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions. Voilà, donc je vous remercie malgré les conditions un peu particulières d'être venu là aujourd'hui pour assister à ce séminaire. Alors, pourquoi les parasites ont un tel succès dans les milieux naturels et quelles stratégies évolutives ont été mises en place afin d'assurer ce succès? Donc, lors de ce séminaire, on va répondre à ces questions. C'est bon, bon, alors, ça ne marche pas encore, mais ça va marcher. C'est bon, c'est bon. Ouais. Non, ça marche pas. J'essaye. Ça marche pas? Non. Alors, attends, je fais. Bon, désolée. Vas-y, Laura. Non. Ça marche. Sélectionnez le PDF pour pouvoir avoir le clavier qui est actif sur le PDF. Clique sur le PDF. Et c'est ce que j'ai fait? Voilà. Oui, c'est ce que j'ai fait. Clique gauche. Là, c'est bon. Le flash, ça va marcher. Ah. Bon, ça marche. Alors, donc je voulais attirer tout d'abord votre attention sur l'omniprésence des parasites. Donc, en effet, les parasites, ils sont partout. Donc, ils vont être dans toutes les régions du globe, dans tous les climats, tous les milieux. Et sur 2 milliards d'espèces sur Terre, on estime aujourd'hui que plus de 50% sont des parasites. Donc, autrement dit, sur Terre, il y a plus d'espèces de parasites que d'espèces libres. Et tout être vivant est parasité au moins à une période de sa vie. Pensez par exemple à vos enfants le soir quand ils rentrent de l'école avec des poux plein la tête, ou les animaux de compagnie avec les puces, les tiques, les vers, etc. Donc voilà, ils sont partout. Alors j'ai choisi une photo de pigeon et une citation. Donc citation de Claude Combes, qui était parasitologue à l'université de Perpignan et qui montrait du doigt un pigeon à Robert Barbeau en lui disant « Pour toi, c'est un pigeon, mais pour moi, c'est une communauté de parasites. » Et en effet, dans ce pigeon, il y a des parasites partout. Donc, dans le plumage, il va y avoir des poux, des puces, des tiques, des bactéries, des parasites dans les yeux, dans les organes. Dans le tube digestif, vous allez trouver des cestodes, des nématodes, etc. C'est un vrai écosystème à lui tout seul. Alors, non seulement ils sont partout, mais ils appartiennent à énormément de groupes. Donc, ils vont être très diversifiés. Alors, d'abord, vous allez avoir des parasites minuscules qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qu'on appelle les microparasites. Donc, vous avez les virus, les bactéries et les protozoaires. Les protozoaires, ce sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire qu'il y a une seule cellule. Et puis, vous avez tous les macroparasites. Et les macroparasites, vous allez avoir des champignons, des plantes, les vers, des insectes, ici c'est une puce, des crustacés. Là, c'est un crustacé qui ronge la langue du poisson et qui remplace sa langue. Et puis, vous avez même des oiseaux parasites, comme par exemple le coucou. Donc voilà, alors le parasite, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui va vivre aux dépens d'un autre organisme vivant. Et cet autre organisme vivant, on va l'appeler l'hôte. Et l'hôte, il va constituer un habitat, un moyen de transport, une source d'énergie et une couveuse. Alors, une couveuse, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la température corporelle de l'hôte
qui va favoriser la maturation des œufs du parasite. Donc voilà pour la définition. Alors, je voulais vous présenter le cycle biologique des parasites, mais avant, ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, à partir de maintenant, tout ce que je vais vous dire dans l'exposé, ça va concerner uniquement les macroparasites. Je laisserai de côté les microparasites qui sont très différents. Donc, le cycle biologique des parasites. Alors, les parasites, ils ont une vie qui est assez compliquée, mais ce n'est pas comme les organismes libres. Ils vont avoir besoin d'un hôte. Alors, tout d'abord, l'hôte définitif. Donc, dans l'hôte définitif, le parasite, il va être adulte. Ça veut dire qu'il va être mature et capable de pondre des œufs. Les œufs, ils vont être évacués dans le milieu. Ils vont se transformer en larves. Et là, on va avoir deux cas de figure. Donc, soit la larve réinfeste directement l'hôte définitif, et là, on a un cycle qui est très simple, qui a un seul hôte, ou soit on a intervention d'un autre hôte, qu'on va appeler l'hôte intermédiaire 1. Donc, moi, j'emploierai le terme HI1 pour l'hôte intermédiaire 1 et HD pour le définitif. Et dans l'hôte intermédiaire 1, vous allez avoir une larve qui va avoir un stade de développement plus avancé que la larve dans le milieu naturel. Alors ensuite, on peut avoir aussi un hôte intermédiaire 2 qui va abriter une autre larve qui va être plus avancée encore que la larve 1. Et puis, alors, on peut aussi avoir un troisième hôte, mais c'est quand même plus rare. Généralement, on s'arrête à 3 hôtes. Enfin, un hôte définitif et 2 hôtes intermédiaires. Et ensuite, le cycle est bouclé. Et souvent, ici, la dernière relation là, entre l'hôte intermédiaire 2 et l'hôte définitif, c'est une relation de prédation, c'est une relation de proie-prédateur qui intervient dans ce cycle. Donc voilà de manière générale. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'hôte définitif, vous avez le parasite qui est adulte et qui va pondre des œufs, donc il va y avoir une reproduction sexuée, c'est-à-dire avec des gamètes mâles et des gamètes femelles, alors que dans les hôtes intermédiaires, vous allez avoir une reproduction asexuée, c'est-à-dire que les larves vont se multiplier, mais sans gamètes, par exemple, elles vont se diviser. Alors, ce cycle, c'est compliqué pour ce parasite, il va devoir passer d'un hôte à un autre hôte, et en fait, lors du passage d'un hôte à l'hôte suivant, on va avoir des pertes qui vont être très importantes. Et justement, sur ce graphe, je vous ai représenté les pertes, c'est-à-dire tous les facteurs de réduction démographique. Alors, bien sûr, ils sont compensés par des facteurs d'accroissement. Alors, les facteurs d'accroissement, il y en a 2. Je vous en ai déjà parlé. Donc, chez l'hôte définitif, vous avez la reproduction sexuée, qui va augmenter le nombre d'œufs. Et chez l'hôte intermédiaire, vous avez la reproduction asexuée, qui va augmenter le nombre de larves. Et après, vous avez tous les facteurs de réduction. Alors, les facteurs de réduction, par exemple, ça peut être l'œuf qui n'est pas évacué, ou l'œuf qui est évacué mais pas dans le bon milieu, ou l'œuf qui meurt, ou la larve qui meurt. En fait, il y en a plein de facteurs de réduction. Et ça nous amène donc à cette question, comment font les parasites pour éviter ces pertes, et assurer la transmission. Alors, je vous ai mis ici un petit graphique où vous avez l'hôte définitif et l'hôte intermédiaire. Donc, les petits carrés blancs, ce sont les proies, c'est-à-dire l'hôte intermédiaire selle, et les petits ronds noirs, ça représente les parasites. Donc, vous avez ici une population de proies et vous avez un petit nombre qui va porter le stade du parasite infestant. Et là, vous avez votre prédateur, hôte définitif, et il va prélever ses proies au hasard et il a peu de chances de s'infester. Donc, quelle stratégie, quelle solution? Premièrement, efficacité de la reproduction. Donc ça, on va dire que c'est une stratégie qui est vraiment classique chez les parasites. C'est-à-dire que finalement, le prédateur, il va s'infester parce que le nombre de proies infestées va augmenter. Vous voyez, là, vous en aviez 3 en haut, et là, il y en a beaucoup plus. Et en fait, les parasites, lorsqu'il s'agit de la reproduction, ils sont imbattables. Ils sont vraiment efficaces. D'abord, ils sont très féconds. Donc, par exemple, le ténia, c'est 10 milliards d'œufs par an, donc c'est énorme.
Ensuite, ils sont fidèles. Alors, pas tous, mais certains sont fidèles. Par exemple, Schistosoma amazoni, c'est un parasite qui est responsable d'une maladie qu'on appelle la bilharziose, qui est une grande parasitose humaine. Vous avez ici le mâle qui est assez gros et la femelle qui est toute filiforme. Et en fait, quand la femelle ou le mâle se rencontrent, et bien, la femelle vient se loger ici dans un espèce de petit canal qu'on appelle le canal gynécophore. Et en fait, ils restent ensemble toute leur vie. Et ils pondent des œufs. Ah, j'ai une question Oui. pour toi. Est-ce que la prédation se fait vraiment au hasard? Un autre parasite a-t-il la même fitness pour échapper au prédateur? Alors, alors ça, je vais en parler, c'est la suite de l'exposé. D'accord, ok. Voilà. Du coup, je disais oui, qu'ils étaient fidèles, donc ils se rencontraient. Une fois qu'ils se rencontraient, ils restaient ensemble et ils pondaient. Et puis, ça ne marche plus. Alors, c'est moi qui ai dû toucher un peu de là. Et là? Il a dit qu'il fallait que tu cliques. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Alors, attends. Oui, c'est bon. Du coup, il y a aussi le mode de reproduction chez les parasites. On a beaucoup de parasites qui sont hermaphrodites. C'est-à-dire que vous avez l'appareil génital femelle et l'appareil génital mâle qui sont sur un même individu. Et du coup, il n'y a plus de problème puisqu'ils sont ensemble. Il n'y a pas besoin de se chercher et la rencontre est vraiment facilitée. Donc ça, on va dire que c'est la première stratégie chez les parasites. C'est vraiment cette reproduction qui est vraiment hyper efficace. Et ensuite, on a un autre processus qui est le processus de favorisation. Donc, je réponds du coup à la question de Mathieu. Donc, le processus de favorisation, on n'a pas d'augmentation du nombre d'œufs ou du nombre de larves, etc., de la reproduction. Bon, il y en a toujours 3 proies infestées, comme ici. Sauf que ce qui va être différent, c'est que le prédateur, il va s'infester parce qu'en fait, il ne va pas prélever les proies au hasard, mais il va prélever les proies parasitées. Pourquoi? Parce que les proies parasitées vont être différentes, qu'il va les repérer. Donc, pourquoi il va les repérer? Parce qu'elles vont l'attirer, ou bien elles vont être plus proches de lui, on va le voir après. Et du coup, il va répondre à un stimulus qui est produit par ces proies porteuses du stade infestant. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. Alors, j'ai pris exprès cet exemple de la toxoplasmose. Donc, c'est un parasite, c'est le Toxoplasma gondii, et il est agent de la toxoplasmose. J'ai pris cet exemple parce que c'est un parasite de l'homme aussi, et il est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes qui doivent le connaître parce qu'il peut se transmettre à l'embryon et il provoque des malformations de l'embryon. Et en fait, ce cycle-là où il se transfère à l'homme, c'est un peu le cycle atypique, mais le vrai cycle, on va dire le cycle classique, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est le cycle avec le chat et la souris. Alors, le parasite, il va donc se retrouver chez le chat, il va être sur la forme adulte, il va pondre les œufs, ensuite la souris est infestée, et le parasite, il va se loger au niveau du cerveau, et il va modifier le comportement de la souris. Et notamment, la souris ne va plus avoir peur du chat, donc il va se jeter dans la gueule du chat. Alors, je vais vous présenter une petite expérience qui démontre ça. Donc, vous avez ici une souris qui a été encagée. Les auteurs, ils ont mis de la nourriture avec un peu d'urine de chat dessus. Ils ont mesuré le temps que la souris passe dans différentes zones de la cage. Donc, vous voyez en rouge, jaune, c'est quand elle passe un maximum de temps. Et ils ont comparé les souris non parasitées avec les souris parasitées. Et ils se sont aperçus que les souris non parasitées, elles étaient dans la zone d'évitement, c'est-à-dire qu'elles étaient très loin de l'urine de chat, alors que les souris parasitées, elles étaient proches de l'urine de chat. Donc, ils en ont déduit que les souris parasitées n'ont plus peur du chat. Autrement dit, si on résume, le comportement d'une souris non infectée, le voici. Le comportement d'une souris infectée. Donc, dans un cas, l'issue, on ne la connaît pas trop, mais dans le deuxième cas, l'issue, elle est fatale et le cycle se poursuit. Donc, on a bien un processus de favorisation de parasites.
Géraldine, Oui. dans cet exemple-là, est-ce que c'est vraiment un changement de comportement de la souris ou est-ce que c'est, vu cette manip, est-ce que c'est par exemple la souris qui a moins d'efficacité du sens olfactif? Alors, les mécanismes pour ce genre de modification comportementale, c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien connus, mais là, sur cet exemple, quand même, il y a des fortes suspicions. Alors, oui, je vais le remontrer. Il y a de fortes suspicions pour qu'en fait, c'est le parasite, il modifie la production de la dopamine chez la souris. Et donc, c'est un neurotransmetteur qui fait que la souris, en fait, ne prend moins de risques. Donc, c'est vraiment via des molécules. Voilà. Donc, c'est pas ce que tu disais au Donc, c'est plus comportemental oui. que sensation Oui. olfactive sur cette manip. Oui, c'est pas par exemple qu'elle aurait des problèmes olfactifs. Non. C'est vraiment comportemental. Merci. Alors, je reprends du coup sur mes études. Donc ça, c'est des études que j'ai faites quand j'étais en thèse. Donc, qui commence à remonter loin, mais bon. Donc moi, en fait, je me suis intéressée à un parasite qui était très présent autour de Toulouse, sur les gravières, donc autour de Toulouse. Et en fait, c'est un ver qui infeste les poissons. Vous voyez, bon, ça ressemble à des grosses tagliatelles. Ça se met dans la cavité abdominale. Il y a 3 hôtes. Donc, HD, c'est un oiseau. L'HI1, l'hôte intermédiaire, c'est un crustacé. Et l'HI2, un poisson. Et du coup, je me suis demandé s'il y avait ici un processus de favorisation parasitaire dans la relation proie-prédateur qu'il y avait entre le poisson et l'oiseau. Alors, j'ai fait une expérimentation. Donc, dans un aquarium, j'ai mis 4 poissons parasités. Donc, vous les voyez ici avec le gros ventre. Et 4 poissons non parasités. Et j'ai filmé. Et bon, après, bien sûr, j'ai fait des réplicas. Mais bon, ça peu importe. J'ai induit un stress. Donc, en fait, j'ai fait survoler au-dessus de l'aquarium un oiseau empaillé. J'ai mesuré la localisation des poissons dans l'aquarium, la distance parcourue et la vitesse de nage. Alors, pour la localisation dans l'aquarium, donc avant le stress, les poissons parasités sont localisés en surface. Pendant le stress, ils ont tendance à diminuer, à descendre un peu au fond de l'aquarium, pas autant que les poissons sains. Et puis juste après le stress, donc 1 minute après le stress, ils remontent, ils reprennent leur position. Globalement, ils sont donc préférentiellement localisés en surface. Et ça, je l'ai démontré aussi, alors je ne vous le montrerai pas, mais je vais le démontrer aussi en milieu naturel. S'il vous plaît. Oui, en fait, les poissons non parasités restent tout le temps à la même place. Oui. Il n'y a pas d'impact du tout. Non. Non. Alors ça, c'est un aquarium. Hein. Ouais. Donc, ils sont un peu contraints aussi dans l'espace. Mais on voit clairement ici qu'ils n'ont pas du tout le même comportement que les poissons parasités. Ils ne sont vraiment pas localisés au même endroit. Alors, ensuite, la distance parcourue. Les poissons parasités, donc ils vont parcourir plus de distance lorsqu'il y aura le stress par rapport aux poissons non parasités. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient tout le temps tendance à bouger. Ils bougent tout le temps. Ils se déplacent, mais par contre, ils bougent tout le temps. Mais ils bougent lentement, 2 fois moins vite. C'est-à-dire qu'ils bougent très lentement, alors que les poissons parasités, quand ils se déplacent, ils vont très vite, ils sont très vifs. Et du coup, toute cette modification de comportement fait que forcément, les poissons parasités, ça va être des proies faciles, la prédation va être facilitée, et du coup, on a un processus de favorisation parasitaire. Donc voilà pour le second processus. Alors, il y a aussi quelque chose de très important chez les parasites, c'est la plasticité de leur cycle. Alors, c'est-à-dire que si les conditions environnementales, et notamment les communautés d'hôtes, sont modifiées, donc par exemple, si vous avez l'abondance des hôtes qui diminue, et bien le parasite il est capable d'adapter son cycle. Si par exemple on n'a plus d'hôtes définitifs, et bien le parasite il est capable de poursuivre son cycle. Pourquoi? Parce qu'il est capable en fait, le parasite, de faire des œufs, d'être mature chez l'hôte intermédiaire. Alors que normalement, je vous ai dit, les matures chez l'hôte définitif,
il va raccourcir son cycle, il va avoir des œufs chez l'hôte intermédiaire. Donc ça, c'est un raccourcissement du cycle. Et donc, je me suis, moi, intéressée à ça quand je suis partie en postdoc au Chili, sur la zone côtière. Il y a un parasite, c'est un trématode qu'on appelle Proctocesnatoni. Il utilise 3 hôtes. Alors, le hôte définitif, c'est un poisson un peu particulier. Il y a des grandes ventouses qui lui permettent de s'accrocher au rocher. L'hôte intermédiaire 1, ce sont des moules. Et après, l'hôte intermédiaire 2, des patelles, c'est-à-dire c'est des mollusques, gastéropodes, d'escargots marins. Et alors, moi, j'avais la chance de disposer de 3 sites d'études, et notamment une réserve marine. Et dans la réserve marine, en fait, il y a une exclusion totale de l'homme, donc il n'y avait aucune pression de pêche. Alors que dans les sites qui étaient juste adjacents à la réserve marine, eh bien, il y avait une pression de pêche très importante. Donc pêche professionnelle, pêche de loisirs. Et du coup, je me suis dit, bon, mais ça va changer la communauté des hôtes. Et comment on va faire le parasite pour s'adapter? D'abord, au niveau de la communauté hôte, ça ne changeait rien au niveau des poissons. Par contre, en effet, ça changeait la communauté d'hôtes au niveau des patelles et surtout au niveau de leur taille. Pas forcément au niveau de leur densité, mais au niveau de leur taille. Parce que tout simplement, la pêche s'exerçait sur les individus les plus grands. Donc, on avait ici le même nombre d'individus, mais ils étaient plus petits dans les sites ici non protégés. Ça a changé aussi la densité d'hôtes intermédiaires 1. Et j'avais énormément de moules dans les sites non protégés. Alors, pourquoi c'est indirect? C'est parce qu'en fait, dans les sites non protégés, leur principal prédateur était pêché. Donc, quand leur prédateur était pêché, eh bien, les moules se colonisaient partout. On avait des tapis de moules un peu partout. Et autre chose, les patelles, justement, qui étaient supérieures à 5 cm et qui étaient vraiment très grosses, ne pouvaient pas être ingérées par les poissons, parce que c'était trop grosse, ça faisait trop grosse proie. Et du coup, je me suis dit, mais comment on va faire ce parasite pour poursuivre son cycle, particulièrement ici, dans la réserve marine? Et là, je me suis aperçue que dans la réserve marine, eh bien, il y avait prédominance d'un cycle court, c'est-à-dire qu'il arrivait à se passer de l'eau définitive. Et du coup, dans les patelles, dans les grosses patelles de la réserve marine, il y avait des œufs. Il y avait des parasites, avec des œufs. Et dans les sites qui étaient juste à côté, les sites protégés, eh bien, il continuait à faire son cycle long avec ces 3 hôtes. Donc en fait, il était capable, pour un même parasite, des individus qui étaient très proches génétiquement, eh bien, soit de choisir un cycle long, soit de choisir un cycle court. Ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cycle. Alors, j'ai voulu continuer un peu l'étude, et en fait, je me suis intéressée aux grosses patelles, parce que les grosses patelles, ici, elles avaient des parasites avec des œufs, mais aussi même dans les sites non protégés. Et j'ai voulu voir s'il y avait des différences au niveau de la fécondité. Et en fait, je me suis aperçue qu'elles étaient beaucoup plus fécondes dans la réserve marine. Les parasites étaient beaucoup plus féconds dans la réserve marine. Et ça, je l'ai expliqué par la densité de moules. Parce qu'en fait, comme la densité de moules est faible, j'ai considéré qu'il devait y avoir énormément de pertes et que du coup, le parasite, eh bien, en augmentant le nombre d'œufs, il permettait de compenser ces pertes. Donc, vous voyez bien ici qu'en fonction de la diminution, l'augmentation, la modification de la communauté hôte, eh bien, le parasite, il est capable de raccourcir son cycle, il est capable d'augmenter sa fécondité très rapidement. Donc voilà la plasticité du cycle. Alors maintenant, en ce moment, avec une étudiante en thèse qui est partie là en postdoc à Perpignan, Églantine Mathieu-Beignet, on s'est dit, mais qu'en est-il des autres parasites? C'est-à-dire des parasites qui ne vont ni utiliser la stratégie 1, ni la stratégie 2, ni la stratégie 3. Comment ils vont faire, ces parasites? Et justement, j'étudie en ce moment un parasite qui n'utilise aucune de ces stratégies. C'est le Trachelias polycolpus, c'est un crustacé. Donc, il infecte un poisson. La femelle, voyez, elle se met sur les nageoires et elle dégrade les nageoires.
Et là, ici, il y a des petits sacs ovigères qui contiennent des œufs. Ça va fondre les œufs dans l'eau, les œufs vont donner des larves, et la larve va réinfester le poisson. Donc c'est vraiment ici, on est dans le cas d'un cycle simple à un autre. Et justement, ces femelles, elles ont environ 200 œufs par sac ovigère. Donc, elles ont une très faible fécondité. On est vraiment loin des 10 milliards d'œufs du ténia. Donc, elles n'utilisent pas la stratégie 1. Il n'y a pas de favorisation parasitaire, parce qu'il n'y a pas de modification. De toute façon, il n'y a qu'un seul hôte, donc ce serait très compliqué. Donc, elles n'utilisent pas non plus la stratégie 2. Il n'y a pas de plasticité non plus du cycle, donc elles n'utilisent pas la stratégie 3. Les larves, en plus, elles sont très peu mobiles. Le milieu, eh bien, il est très large, très ouvert. Et les hôtes, ils sont peu abondants. Donc, on s'est dit, mais comment fait une petite larve, donc aussi minuscule, dans un milieu aussi grand, pour rencontrer son hôte? Et là, on s'est dit, il doit y avoir autre chose. Et on s'est dit, ça doit être l'environnement. On s'est dit, pourquoi pas, est-ce que ce ne serait pas l'environnement qui favorise l'infestation, la rencontre? Pour vous expliquer, en fait, là, je vous ai mis une carte de rivière. On pense qu'il y a des zones dans la rivière, mais des zones vraiment petites, très limitées, où la densité de parasites va être très forte. Et donc, les risques d'infection dans ces zones-là vont être très forts. On appellera ces zones les hotspots. Donc, ici, je les ai représentées en rouge. Et puis, on a aussi des zones vertes, de cold spots, des zones où on n'aurait pas du tout de risque d'infection. Et en fait, ces zones-là, hotspots, zones chaudes et zones froides, eh ça correspondrait à des caractéristiques environnementales bien particulières, c'est-à-dire des micro-habitats qui seraient favorables aux parasites dans l'hotspot et défavorables aux parasites dans les zones des cold spots. Alors, voilà comment on a fait. On a utilisé une approche semi-expérimentale. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a fait l'expérience en milieu naturel. Donc, on a positionné des cages. Les cages, on en a positionné 16 dans l'Arise, donc une rivière en Ariège. Et dans ces cages, on a mis, alors vous les voyez ici dans la rivière, elles sont positionnées un peu partout le long de la rivière. On a mis 4 poissons identiques par cage. En fait, les poissons étaient tous identiques dans toutes les cages. Alors pourquoi ils avaient... Oui, une question. Est-ce qu'on peut dire que la longévité des œufs ou des graines pour une plante rentre dans la catégorie plasticité du cycle? La longévité, c'est-à-dire le fait que... La longévité des œufs ou des graines pour une plante rentre dans la catégorie plasticité du cycle. Plasticité du cycle, il faudrait que ces graines-là soient capables d'ajuster leur longévité suivant les conditions environnementales. Alors, je ne sais pas à qui je réponds, donc c'est... Amira et Chabot. Après, je ne m'y connais pas trop sur les plantes. Les graines peuvent survivre 50 ans dans le sol. Alors ça, non, c'est pas vraiment de la plasticité, c'est plutôt des formes de résistance. Voilà. Et ça, on en a énormément aussi chez les parasites, des formes de résistance, des parasites qui sont kystes, qui sont capables de résister des années dans le milieu extérieur, en dehors de leur hôte. Et puis les bactéries, les virus aussi. Hein. On sait très bien qu'on a des milliers de virus et de bactéries qui sont, par exemple, dans les sols gelés au pôle Nord et qui sont vraiment fermés là depuis des années sous forme de résistance. Et quand on a les sols, alors c'est un danger avec le réchauffement climatique, parce qu'avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que lorsque les sols vont dégeler, ça va libérer tous ces micro-organismes qui vont se réactiver. Donc c'est un peu ce principe, c'est en fait tout ce qui est forme de résistance. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, j'en ai pas parlé parce que je ne peux pas parler de tout, mais oui, c'est vraiment quelque chose de très important chez les parasites aussi. Les kystes. Alors, d'accord, merci. C'est un peu loin peut-être. Donc, les poissons, ce que je disais, c'est qu'ils étaient identiques. Ils avaient le même âge, la même taille, le même poids et les mêmes caractéristiques génétiques. En fait, ils venaient d'élevage et on a fait exprès pour qu'ils soient tous identiques,
pour vraiment éliminer tout ce facteur hôte, entre guillemets. Et en fait, on peut considérer que c'est pratiquement tous des clones, qui sont tous vraiment identiques. Donc voilà, et on s'est posé la question, existe-t-il des zones où le taux d'infection est fort? Alors, résultat, Ça va non. plus. Alors, les résultats montrent que oui, on avait en fait des cages, on avait beaucoup de parasites, et des cages, on n'en avait pas du tout. Et alors, ici sur ce schéma, vous pouvez voir les cages oranges, c'est les cages où on avait beaucoup de parasites, et les cages vertes, ce sont les cages où on avait très peu de parasites. Donc on a bien des zones, mais vraiment hyper localisées, parce que des fois on a une cage où on a beaucoup de parasites, qui est entourée de 2 cages où on n'a vraiment aucun parasite. Donc c'est vraiment localisé à quelques mètres près. Et bien on a vraiment des zones où on a des fortes infections et d'autres non. Donc on s'est demandé qu'est-ce qu'il en était pour les poissons sauvages dans la rivière. C'est-à-dire, est-ce que les poissons dans la rivière, ils étaient aussi comme ça localisés dans des zones, les poissons parasités, ou bien est-ce qu'ils se déplaçaient? Et pour ça, on a fait de la pêche électrique. Donc on a mis de l'électricité dans l'eau. Le poisson est choqué, il remonte en surface. On compte le nombre de parasites et puis après on relâche le poisson, on le remet à l'eau. Alors on a fait beaucoup de points, comme vous pouvez voir, de pêche. Et à chaque fois qu'on a fait un point de pêche, on a mis un ballon. Alors je vous expliquerai après pourquoi. C'était pour bien repérer les points de pêche qu'on faisait. Alors, les résultats, les points oranges, c'était les points où on avait des poissons parasités. Et on s'est aperçu que ça collait parfaitement aux cages où on avait des poissons parasités. Et en plus, ça, on l'a fait en 2017 et on l'a refait en 2018. On a eu exactement les mêmes résultats en 2018. C'est-à-dire que même d'année en année, ils restaient vraiment dans ces zones. Donc, ils ne bougeaient pas, ces poissons parasités, ils ne se mélangeaient pas. Alors, donc voilà, les poissons parasités restent dans les hotspots. Donc du coup, ensuite, à chaque fois qu'on avait mis un ballon, on a mesuré les caractéristiques environnementales. C'est-à-dire, on a pris la distance à la berge, température, profondeur, bon ça c'est vraiment classique, substrat, etc. Et en fait, la question, c'était quelles sont les caractéristiques environnementales de ces zones de hotspots où on a beaucoup de poissons parasités. Résultat, on s'est aperçu que le point commun entre tous les points orange, c'est qu'en fait, tous, ils étaient dans un endroit où il y avait une vitesse de courant d'environ 0,6 mètres par seconde. Donc ça correspond à une vitesse de courant modérée. Ils étaient dans un endroit où le substrat était assez fin, c'était du sable et du gravier, et une profondeur de 60-80 cm. Donc en fait, ici, ces caractéristiques environnementales-là vont favoriser la présence du parasite et vont favoriser donc des zones bien précises où on va avoir des forts taux d'infestation. Donc ici, on en déduit bien que l'environnement et des caractéristiques environnementales bien particulières vont favoriser la rencontre entre l'hôte et le parasite et que ça peut être considéré aussi comme une autre stratégie. Allez, je termine. Alors voilà, du coup, j'ai 4 stratégies et je termine avec une dernière stratégie. Voilà, c'est une stratégie qui est anecdotique. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez testé si des parasites étaient présents dans d'autres hotspots répondant à ces critères? Oui, dans cette rivière-là, oui, on a testé tous les... Je veux dire, dans d'autres rivières. Étaient présents dans d'autres hotspots répondant à ces critères? Oui, alors dans d'autres hotspots, c'est-à-dire dans d'autres lieux qui ont les mêmes caractéristiques environnementales. Dans d'autres rivières ou la même? Dans d'autres rivières, on n'a pas fait. Par contre, on l'a fait sur 2 années, sur cette rivière-là. Ah oui, c'est peut-être propre à cette rivière-là. Oui, ça peut être. Oui, ça peut être pas. propre à cette rivière. Alors c'est vrai qu'on avait fait, je crois, il me semble, dans une autre rivière, on avait retrouvé les mêmes résultats, mais on ne les avait pas exploités. Je ne sais plus pourquoi, parce qu'on n'avait peut-être pas assez de poissons, on n'avait pas assez d'individus, mais on retrouvait à peu près les mêmes résultats dans une autre rivière.
Alors, donc, ah oui, celui-là, c'est la stratégie anti-prédateur. Alors, celui-là, il est anecdotique. Cette stratégie anti-prédateur, en fait, elle a été démontrée pour un seul parasite. Mais bon, je la trouvais très originale, donc je voulais vous la présenter. Donc, vous avez, c'est un nématode, en fait. Vous le voyez ici, bien fait d'un criquet. Donc, il y a déjà une stratégie de favorisation parasitaire, la stratégie 2, puisque ce nématode, il va modifier le comportement du criquet, et le criquet, il va sauter dans l'eau. Ils disent, les auteurs, qu'il se suicide. Il saute dans l'eau, et là, le parasite, il sort. Il va pondre ses œufs dans l'eau, il se transforme en larve. Il va infecter donc l'hôte intermédiaire 1. Ensuite, pour passer de l'eau, de le milieu aquatique au milieu terrestre, il utilise la métamorphose de l'insecte. Donc l'insecte, il va se métamorphoser, il va donner un adulte aérien. Donc le parasite sort de l'eau par ce système. Et quand c'est des éphémères, quand les éphémères ils meurent, ils sont mangés par le criquet, et ainsi de suite. Et ce qu'ils ont montré, ces auteurs, c'est que si par mégarde, ce criquet-là, il était ingéré par un prédateur, et bien, le parasite, il était capable de sortir du prédateur, de s'évader du prédateur, il remontait le tube digestif et il ressortait par les narines. Et il continuait son cycle. Et en plus, ils l'ont démontré, pas seulement ils l'ont démontré chez la grenouille, ils l'ont démontré aussi chez la truite, il ressortait par les branchies de la truite. Ils ont dit que c'était une stratégie anti-prédateur. Donc ça permet aux parasites, en fait, si par malheur il s'égare et que le cycle doit s'arrêter, ben non, il continue coûte que coûte, et là il ressort de son prédateur et il recontinue son cycle. Et ça, c'est vrai que chez les interactions proie-prédateur, on ne voit jamais une proie qui ressort vivante de son prédateur. Il n'y a vraiment que les parasites qui sont capables de telles prouesses, entre guillemets. Donc voilà, pour ça, je voulais quand même vous présenter cet exemple. Excusez-moi, vous savez expliquer pourquoi Alors ça, non, c'est tous les mécanismes, en fait. Alors bon, là, les stratégies d'évasion. Alors là, ici, le fait qu'ils soient dans l'eau, ça c'est au niveau des protéines, au niveau du cerveau. Ils ont étudié le protéome de l'hôte. La stratégie anti-prédateur, non, c'est pas connu. En fait, c'est compliqué. Après, on arrive à voir les modifications du comportement, mais on arrive à démontrer que ça augmente la fitness du parasite et que du coup, il continue son cycle et que ça lui est favorable. Mais par contre, on a du mal à expliquer les mécanismes réels qui sont derrière tout ça. Par exemple, pour la ligule, plus ou moins, on dirait que c'est parce que le parasite, il entraîne une consommation supérieure d'oxygène. Alors que du coup, l'autre, il remonte en surface parce qu'il a besoin de plus d'oxygène. Mais bon, il y a aussi le fait qu'il appuie sur la vessie natatoire. Donc ça entraîne une modification de l'offre. Le parasite, en fait, il comprimerait un peu la vessie natatoire du poisson. Et du coup, ça entraîne des différences de flottabilité. Donc voilà, il y a quelques pistes comme ça, mais ça n'a vraiment jamais trop été démontré. Alors, en conclusion, donc je vous ai montré qu'il y avait une multiplicité de stratégies évolutives, que ces stratégies évolutives étaient très perfectionnées. Et comment on peut expliquer ça chez les parasites? Eh bien, c'est le processus de sélection naturelle. C'est le processus de sélection naturelle qui fait qu'on va avoir toutes ces stratégies qui sont très perfectionnées. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement. J'ai repris pour ça l'exemple de la toxoplasmose. Alors, imaginez ici un parasite qui modifie le comportement de la souris. Donc, la souris est mangée, ça marche, le cycle se poursuit, le parasite il se reproduit, donc il va pondre des œufs, il va transmettre du coup ses gènes à sa descendance. Et petit à petit, cette capacité de modifier le comportement, comme ça va marcher,
et bien, elle va être transmise de génération en génération et ça va être sélectionné. Ce comportement, cette capacité à modifier le comportement va être sélectionnée. En revanche, si le parasite n'arrive pas à modifier le comportement de son hôte, à ce moment-là, le cycle s'arrête, le parasite meurt, il ne se reproduit pas, il ne transmet pas ses gènes. Et cette incapacité à modifier le comportement, elle n'est pas transmise. Donc on dit qu'elle est contre-sélectionnée, en fait elle est éliminée. Et c'est comme ça qu'on arrive à des stratégies qui sont vraiment très perfectionnées. Et on a l'habitude de dire que le parasitisme, c'est le paroxysme de l'adaptation par sélection naturelle, parce que la sélection naturelle, elle est vraiment poussée à son extrême, elle est très efficace. Et pourquoi elle est très efficace? Pourquoi elle serait très efficace chez les parasites et moins, par exemple, chez les proies, dans les relations proie-prédateur? Parce que les parasites, ils ont une très grande diversité génétique. Et ça, en fait, ça va être vraiment fondamental pour eux. Le fait qu'ils ont une très grande diversité génétique, ça va leur donner un énorme avantage. Alors, ce n'est pas forcément la raison principale, mais c'est une des raisons qui est évoquée, c'est cette très grande diversité génétique. Ça va leur donner un avantage, parce que la diversité génétique, c'est vraiment un moteur de l'évolution, et ça va leur permettre donc d'être efficaces lors de la sélection naturelle. En fait, si vous avez plein de petits parasites différents, eh bien, vous en avez des parasites qui vont être performants, qui vont être sélectionnés, et ceux qui ne vont pas être performants, ils vont être contre-sélectionnés. Si vous avez tous les parasites identiques, c'est plus possible. Donc voilà, une très grande diversité génétique. Alors, il y a plusieurs raisons, parce qu'il y a une grande taille de population. Il y a un taux de dispersion important de ces parasites. Ils peuvent bouger beaucoup, parce qu'en fait, ils bougent avec l'hôte. Donc, ils profitent de la mobilité de l'hôte. Et puis, ils ont des temps de génération très courts, donc ils se reproduisent souvent. Donc, ça introduit de la diversité génétique. Donc ça, c'est très important, et ça leur confère une énorme capacité d'adaptation. Et de manière générale, les parasites sont beaucoup mieux adaptés à leur hôte que les hôtes sont adaptés aux parasites. Et ça confère aux parasites toujours un temps d'avance sur l'hôte. Et c'est ce qui explique le succès des parasites dans les milieux naturels. Donc voilà, j'ai terminé ce séminaire. Alors, je voulais juste avant remercier tous les gens qui ont financé mes projets, et puis toutes les personnes, postdoctorants, doctorants, ITA, stagiaires, étudiants, humains, etc., collègues, qui ont, Les poissons. et oui, qui ont participé à mes études, les poissons et surtout les parasites. Comme ça, là, on le voit. Alors, question. Non, il y a des applauses. Voilà. C'est pas une question. Merci. Oui, vous étudiez des parasites néfastes.